Bonjour tous. Dans cette vidéo, vous allez constater que le président Tshisekedi avait accepté à un moment de partager les ressources minières de son pays avec Kagame. Ceci nous est confirmé par Bifor Bizlele, un politique congolais très proche de Tshisekedi, qui avait été envoyé à Kigali comme porteur du message. Je vais vous rappeler ici qu'en 2012 Nicolas Sarkozy, lui était le temps président de France, avait demandé à ce que la RDC partage certaines de ses richesses avec son voisin le Rwanda. Et laisse-moi rappeler ici que la personne qui avait gagné les élections en RDC en décembre 2018, c'était Martin Fayoulou. Mais comme les impérialistes, elles, ont souvent fait en Afrique, ils ont décidé de proclamer Tshisekedi comme étant le vainqueur. Ceci a été fait dans le but d'obtenir des faveurs de manière facile de la part de Tshisekedi et ainsi de continuer à avoir la main mise sur les matières premières du pays car ayant aidé Tshisekedi à prendre le pouvoir, celui-ci leur est redevable. Posons-nous ici la question de savoir ce que Tshisekedi pourrait encore leur donner au-delà des minerais. Je devine que après les minerais, ce dont ils ont besoin maintenant, c'est la terre congolaise, il me semble. Je vous laisse suivre la vidéo et vous reviens sous peu. Il n'y a pas de rebelles. Je vous ai dit que ce sont les Rwandais. Vous voulez que j'exprime cela en quelle langue pour que vous compreniez que ce sont des Rwandais? Ces messieurs ont trouvé trop de miel ici, qu'ils veulent revenir. Ils ne veulent pas quitter ce pays. Si seulement ils voulaient rester dans ce pays en respectant les autochtones. Le Rwanda a en réalité des velléités expansionnistes, avec comme intérêt principal l'appropriation de nos minerais, et pour ce faire, il s'active à déstabiliser l'Est du Congo pour créer une zone de non-droit en vue d'assouvir ses appétits criminels. Ce qui se passe en République démocratique du Congo est un scandale permanent. Des pays africains entrent en République démocratique du Congo, prennent les ressources dont ils ont besoin et repartent. Quand les Belges ou les Français ou les Américains ou les Chinois le font, nous crions. Mais quand des Africains le font, on appelle à des négociations, etc., etc. Il y a des injustices que des Africains commettent sur d'autres Africains. Il ne s'agit pas de stigmatiser le président Paul Kagame, que nous avons tous présenté depuis quelques années comme un dirigeant modèle, visionnaire pour son pays. Personne de raisonnable ne peut mettre en doute son amour, son dévouement pour son pays. C'est un fait, il l'aime et avec passion. Mais cet amour ne peut se faire au détriment d'un pays voisin. Sinon, ça s'apparente à une tentative de colonisation. C'est exactement ce que l'on reproche aux grandes puissances occidentales qui arrivent, divisent, qui déstabilisent pour mieux asseoir leur suprématie et confisquer les richesses. Je me refuse de penser que celui qui prône le renouveau africain, l'unité africaine, qui promeut la ZLECAf, la zone de libre-échange africain, soit le même qui déstabilise le pays qui pourrait être le moteur de développement du continent, même s'il y tire une partie importante des revenus qui permettent de développer son pays qu'il dirige comme on mène une armée. Il y a là comme une contradiction. Oui, le Rwanda a besoin des richesses du Congo, mais il doit négocier en toute intelligence avec son grand voisin. Le président Félix a proposé à son homologue rwandais une chose simple. Nous sommes un pays riche, vous êtes nos voisins, aucune guerre ne fera déplacer les frontières, nous resterons de voisins à vie. Moi, je vous propose de mettre ensemble deux projets où nous allons jouer au win-win, gagnant-gagnant. J'ai des minerais chez moi qui vous intéressent. Vous avez la possibilité, avec votre carnet d'adresses, de contacter les investisseurs partout à travers le monde et nous allons travailler en synergie pour essayer de développer la zone ensemble. Il lui a proposé, moi personnellement j'ai été à Kigali à plusieurs reprises, envoyé par le président Tshisekedi, porteur de ces messages. Et le président Kagame était tout à fait partant. On a beaucoup avancé jusqu'à ce qu'à un certain moment, il y ait eu des intérêts obscurs qui ont fait que voilà, la situation est telle qu'elle est aujourd'hui. Maintenant que la communauté internationale semble sortir de son hypocrisie, maintenant que les grandes nations, devant l'incurie, devant la cruauté d'un homme, décident de reconnaître la vérité, acceptent de reconnaître son tort, que fait-on? Comment expliquer à ces damnés de la terre, ballottés, trimballés de lieu en lieu depuis une trentaine d'années, que l'on ne savait pas? Les Congolais n'ont pas cessé de le dire, même si beaucoup de médias ont pris, pendant tant d'années, le parti du Rwanda. L'agresseur est dénoncé. Il s'est toujours caché derrière ces supplétifs de M23. Mais aujourd'hui,
tout le monde sait que c'est Kagame qui fait la guerre au Congo. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'il ne suffit pas de dénoncer et de s'arrêter là. Il faut aujourd'hui, après avoir reconnu Kagame comme animateur d'un régime agresseur, que des sanctions lui soient imposées par la communauté internationale. Je pense que c'est de cette manière-là qu'on peut les contraindre à stopper net tout ce qu'il est en train de faire dans notre pays. En effet, cette reconnaissance de la culpabilité du Rwanda par la communauté internationale ne doit pas se limiter à des déclarations de bonnes intentions. Elle ne doit pas s'arrêter à cette courte période que nous vivons. Elle implique beaucoup d'autres choses. Elle contraint ces organisations, ces institutions internationales et ces puissances à reconnaître le génocide qui s'est perpétré dans cette région de l'Est du Congo depuis 1998. Depuis la montée de l'AFDEL de Laurent Désiré Kabila, dirigé par le Rwanda et l'Ouganda sur Kinshasa. J'ai appelé Kabila sur son téléphone satellite, il a décroché et je lui ai dit qu'on avait pris Kinshasa. Il m'a dit « Tu es sûr ?» Je lui ai dit « Tout est fini, tu peux venir ». Il répétait « Tu es sûr ? Tu es certain ?» J'ai compris qu'il était dans sa maison de Lumumbashi et qu'il sautait au cou du lieutenant-colonel Morokori. Il l'a même fait tomber par terre. J'entendais Morokori appeler à l'aide parce que Kabila l'étouffait. Vous imaginez Kabila par terre écrasant Morokori de tout son poids. Il avait du mal à respirer. Kabila hurlait « Je suis le chef, j'ai le pouvoir. Je suis le président du Congo. Je suis tout. » En acceptant de signer avec Kagame et les Occidentaux pour la prise du pouvoir en RDC, Tshisekedi ne savait qu'il s'alliait avec une bande des gens sans cœur ni scrupules, dont, comme disent les anglophones quand vous leur donnez la main, eux finissent par vous bouffer le bras entier. C'est ça les multinationales, les véritables maîtres de Paul Kagame. Ceci dit, laisse-moi rappeler aux Africains le rôle qu'est censé jouer ce grand pays d'Afrique. Aussi longtemps que les Africains vont continuer à se laisser faire, à se faire malmener par les Occidentaux sans rien dire, car ce qui arrive au Congo a des conséquences, des effets négatifs sur les économies des pays africains. Car c'est pas moi qui le dis, mais tous les économistes de renom le confirment que la réussite économique de la RDC marquera le réveil économique de l'Afrique subsaharienne tout entière. Malheureuse, ce sont les mêmes pays de l'Afrique subsaharienne qui continuent à observer un mutisme incompréhensible, silence radio même au niveau de l'Union africaine. C'est la même qui est censée dire non à Paul Kagame, ordonner à Kagame d'arrêter avec sa folie, mais malheureusement elle-même est sous l'emprise des Occidentaux qui la financent à 60%. Chers Africains, il est temps de nous lever et commencer à faire du bruit pour libérer la RDC des mains de ce rapace avant qu'il ne soit trop tard. On a exterminé tous ces villages, tout le monde, on les a exterminés. Les membres de la famille, on les a exterminés. Et je ne reste que moi avec la maman qui est restée seulement. Les organisations internationales, mais surtout les Nations Unies, dans les différents rapports, parlent de 6 à 10 millions de personnes victimes de la vendetta rwandaise, des crimes des groupes armés soutenus par Kigali et ses alliés dans cette région. Qui pour répondre de tous ces crimes? Les anciens alliés de Kigali le dénonçaient déjà dès leur rupture avec le Rwanda. On se souvient ces propos du président Laurent Désiré Kabila, qui avait bénéficié de leur soutien financier et militaire pour accéder aux affaires en 1998. Le Congo actuellement est en train d'être saigné à blanc. Les fraudeurs ont traversé des centaines de kilos d'or par semaine, en passant par le Rwanda vers l'extérieur. Nous avons tissé des liens d'amitié, de fraternité. Mais l'amitié, il faut toujours l'entretenir. Ce qui importe, c'est que désormais, l'argument de la protection des minorités, Tutsis de l'Est du Congo, vole en éclats. À RDC, on compte plus de 450 ethnies, dont une centaine de minorités. Imaginez le prix à payer si elles devaient toutes se mettre en guerre pour réclamer un traitement spécial ou pour se protéger. Dans ce cas, le Congo n'existerait tout simplement plus. De quoi sont réellement coupables ces populations pour mériter un tel sort? Quel est donc ce crime inexpiable qu'ils ont commis pour être ainsi oubliés, abandonnés du monde entier, pour errer d'un enfer à un autre de façon cyclique depuis des décennies, pour être laissés en pâture aux bandits, aux groupes armés et barbares qui écument leur région?
Au moment où la planète entière vit au rythme de la guerre en Ukraine, où chacune des grandes puissances joue sur tous les tableaux pour convaincre le reste du monde de soutenir les pauvres Ukrainiens attaqués par le barbare russe, comment humainement, rationnellement, leur expliquer à eux qu'ils doivent être du côté de la victime ukrainienne? Et eux alors, ne sont-ils pas des humains? Ne méritent-ils pas l'attention, l'intérêt du reste de la planète? Sont-ils faits pour être des victimes, pour souffrir de la folie des autres? Quelle crédibilité accorder aux grands discours sur le bien et le mal, sur la justice internationale distillée à longueur d'année, sur les antennes, sur les médias internationaux? Aujourd'hui, avec cette décision du Conseil de sécurité de sanctionner le Rwanda dans son soutien au M23, ou du moins de reconnaître son implication dans cette déstabilisation, se pose une réelle question de logique. Si la RDC est envahie par un voisin, qu'attend donc la communauté internationale pour avoir la même réaction militaire que dans le cas de l'Ukraine? Qu'attendent donc les grandes nations pour déployer une action militaire proportionnelle au drame causé par cette situation? Il ne faut pas rêver non plus. Les intérêts ne sont pas exactement les mêmes. Mais j'ai la faiblesse de penser que ces grandes nations se trompent. À moins qu'elles fassent un calcul beaucoup plus vicieux, celle d'une RDC instable. Mais elle est plutôt une solution à regarder de très près. Ce qui se passe dans l'est de la RDC doit être connu du grand public. Ne pas l'expliquer, le silence serait complice de ce crime de non-assistance à peuple en danger. Mais c'est à la jeunesse africaine en général qu'il faut prendre le temps d'expliquer cette incongruité, cette injustice, et la laisser découvrir ce qu'elle gagne à mettre un terme à ce conflit qui enrichit les grandes firmes et les grandes puissances au détriment de tout le continent. Lorsque c'est dit ainsi, beaucoup crient tout de suite au populisme, le mot à la mode. Mais la réalité est largement au-dessus de ce que l'on peut imaginer, largement au-dessus des fantasmes des uns et des autres, quelle que soit leur opinion. Et si on parlait franchement en ce qui concerne la guerre dans l'est de la RDC, qui a intérêt à ce que ce pays soit en paix? À qui bénéficie vraiment la paix dans ce vaste territoire doté de toutes les richesses nécessaires pour la transition écologique? En conclusion, l'accusation de velléités expansionnistes du Rwanda par Tshisekedi s'inscrit dans une longue série de tensions entre Kinshasa et Kigali, alimentées par la guerre à l'Est et les enjeux économiques liés aux ressources minières. La situation reste explosive, et sans solution diplomatique ou militaire efficace, le risque d'un conflit ouvert entre la RDC et le Rwanda ne peut être écarté. C'est tout pour aujourd'hui. Notre question du jour est: le RDC doit continuer à se laisser faire devant Kagame et ses parrains, les multinationales, ou Tshisekedi doit prendre son courage et les affronter sérieusement sur le champ de bataille avec une armée bien organisée? Laissez-nous vos commentaires en bas, ne manquez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Merci et à la prochaine.